Bonjour, on se retrouve pour la troisième partie de Shape Up, la partie building. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur l'introduction, la partie 1 et la partie 2 pour avoir l'évolution chronologique du livre. J'aime bien rappeler cette image qui résume bien le cycle de la méthode Shape Up. On a deux équipes en parallèle, une équipe hors du cycle qui va shaper des sujets pour les présenter à la table de betting euh, ensuite. Et ces sujets qui vont être choisis vont ensuite démarrer le cycle de build et ainsi de suite. On alterne des phases, on va dire, productives de 6 semaines avec des phases de cool-down de 2 semaines pour avancer sur des sujets qui ont un impact pour la société. Et également cette illustration qui est assez parlante où on part d'une idée, une intuition assez vague, assez peu de contours, on vient la shaper pendant 6 semaines et à la fin on a un pitch qui est clair et qui décrit vraiment en slow motion le concept. On le présente à la table des paris. La table des paris sélectionne les pitchs qui sont cohérents par rapport aux priorités actuelles et ça passe en phase building. Et la phase building, on va d'abord se concentrer sur un sujet, ce qu'on va voir, enfin un sujet, pardon, l'équipe building va se concentrer sur un sujet. Et ce que je veux dire, c'est que la partie building, on va la voir maintenant en détail, mais on fait un premier sujet, un premier petit bout qu'on va faire de fond en comble pour être sûr que ça marche. Pas la peine de tout planifier au début, hein. On va y aller étape par étape et on va découvrir finalement les différentes tâches au fur et à mesure qu'on avance. Et on coche les différents scopes tout au long de la phase de building pour déployer à la fin du cycle. Donc voilà, partie 3, on y est. Dernière partie de la méthode. Par où commencer, comment ça marche? L'équipe en charge du building a reçu son pitch. Quelle est la suite? Alors on va voir ça sous forme de 6 sous-parties. La première, on va parler de responsabilité de l'équipe. La deuxième, c'est faire en sorte que l'équipe fasse les choses une par une. On va parler des scopes après, la manière ensuite de l'équipe de montrer son évolution sans l'alourdir de process, de synchronisation ou autre. Ensuite, quelques conseils pour que l'équipe sache où s'arrêter. Et enfin, des petits points sur le move on quand des clients ne sont pas contents après. Allez, c'est parti sur la responsabilité. Alors, le but, c'est vraiment d'assigner un pitch. Et un pitch, c'est un projet complet. C'est surtout pas d'attribuer des tâches, hein. Le pitch, il est suffisamment, il a le bon niveau de détail pour laisser, on va dire, la créativité à l'équipe de builder d'avancer. Le risque, c'est que si on détaille en tâches, c'est comme passer un rapport dans un broyeur à papier, je ne sais plus comment on appelle ça exactement, mais on a plein de petits bouts et en fait les bouts ne sont pas connectés, les personnes ne vont pas comprendre la partie, l'ensemble en fait, et donc ça va être plus dur pour eux d'arbitrer, de faire des choix, de faire des compromis. Et c'est ce qu'on veut éviter. Donc là, le but avec ShapeUp, c'est qu'on dit à l'équipe, c'est à vous de définir vos tâches, c'est à vous d'approcher, de travailler à votre manière. Vous avez la full autonomie sur votre gestion de projet quotidienne et à vous d'avancer. Dernier point, c'est qu'en général, les gens qui ont du talent n'aiment pas qu'on leur dise comment faire et quoi faire, enfin plutôt comment faire trop précisément. Ce n'est pas des ticket takers ou des code monkeys, donc c'est de leur laisser la liberté et de les laisser s'exprimer, d'exprimer leur talent convenablement. Et en faisant ça, il y a pas d'inquiétude à avoir, hein. L'équipe n'a pas une liberté absolue sur le sujet, hein. Il ne faut pas oublier que le shaping a été fait, il y a eu un travail pendant 6 semaines, il y a eu un périmètre qui a été fait, donc il est suffisamment conséquent, le pitch, pour être sûr que l'équipe ne va pas s'éparpiller. Ensuite, il faut se mettre d'accord, hein, sur ce que ça veut dire done, ça c'est assez classique à toutes les méthodes. Euh, il faut que le projet soit fait dans le temps qu'on a budgétisé. Et on fait ça parce qu'on est vraiment dans un concept de pari et on parie qu'on peut le faire en 6 semaines ou plutôt on est prêt à y consacrer 6 semaines, pas plus. Et donc dans la phase de cycle, dans ces 6 semaines, il faut garder en tête qu'il y aura potentiellement des phases de test, de validation ou de qualité à avoir. Donc il faut que l'équipe s'organise pour les faire intervenir.
La première étape du cycle, quand l'équipe va recevoir le pitch, ça va être la partie kick-off. On démarre et que l'équipe, faut qu'elle ait l'opportunité de poser des questions, de clarifier le pitch pour avoir une idée globale de comment ça marche. Et en général, les premiers jours, ça va être ça, récupérer ça et commencer à explorer, tester des, des éléments. Après ces kick-off, le but de l'équipe, ça va être de trouver une direction. Faut pas s'inquiéter, dans le livre, ils insistent beaucoup là-dessus, ne pas s'inquiéter si il y a un silence absolu les premiers jours. Euh, laisser l'équipe s'approprier le pitch, tester, explorer, faire sa veille, c'est tout à fait normal. Faut que l'équipe se mette en place. Et ce qu'il dit, c'est bon, grosso modo, si après 3 jours, il n'y a toujours pas de retour, là, il faut peut-être s'inquiéter, il y a peut-être un œuf sur la route. Cette expression ne veut rien dire, mais je la trouve sympa. Donc dans ce cas-là, allez voir l'équipe au bout de 3 jours. Ce qui est important aussi et ce qui est très différent, je trouve, des autres méthodes, c'est il y a les tâches imaginées, les tâches découvertes. Et je pense qu'en tant que développeur, on voit très bien ça que finalement, il y a plein de tâches qu'on ne planifie pas, qu'on n'arrive jamais à planifier, même avec autant d'expérience qu'on a, et plein de petits détails qui vont arriver au fur et à mesure qu'on avance. Donc c'est pour ça que c'est pas la peine de tout planifier. On sait que le travail va être fait vraiment en commençant, en mettant les mains dans le cambouis. Donc, première sous-partie, donc sur la responsabilité, hein, les cas d'idées importantes, c'est d'assigner un projet et pas des tâches, de bien se mettre d'accord sur la définition de donne, de laisser à l'équipe au début de s'orienter et de ne pas s'inquiéter sur la décomposition entre guillemets, des tâches. Garder en tête qu'il y a plein de tâches qui vont arriver au fur et à mesure. Get one piece done. Un des conseils que je trouve très pertinent et que je fais, alors c'est sûrement lié à mon passé de freelance, histoire de rassurer les clients qui ne voient pas forcément dans ces bureaux si on travaille à distance, de lui dire regarde, j'avance bien sur ton projet. Faites une démo très tôt, montrez quelque chose de tangible. Je pense que c'est bien, d'une part pour les décideurs, mais aussi pour l'équipe de se motiver, de montrer qu'on avance et vraiment d'aller de bout en bout et s'assurer qu'il n'y a plus trop d'inconnus. Donc là, ce qu'il dit, c'est intégrer verticalement, dans le sens toutes les couches, hein, le front, le back, la base de données ou autre, une petite partie et vérifier que ça marche. Et j'ai envie de dire, au pire, on aura au moins ça à livrer. Bon, ce qu'il ne faut pas faire, c'est effectivement faire une partie du front qui n'a rien à voir avec la partie du back qu'on va faire en même temps, ou à l'inverse, faire que du front-end et pas du tout du back, parce que du coup, le front ne va pas suffire. Donc, il faut vraiment essayer de trouver une tranche complète de bout en bout. L'exemple qu'il cite dans le livre, c'est une nouvelle feature, le fait de rajouter un bouton toggle pour partager tes projets dans Basecamp à des personnes externes. Et donc ce qu'il dit, c'est grosso modo, le designer et le développeur vont se mettre en marche. Le designer va commencer à tester des choses, tester différents styles, différentes positions. Et en attendant, les développeurs n'ont pas besoin d'être dépendants du designer. Ils peuvent déjà commencer à faire des choses, à réfléchir au modèle de données, à réfléchir à plein de choses indépendantes. Et au fur et à mesure, les deux compétences vont forcément se regrouper. Normalement, le pitch est suffisamment bien décrit pour donner la direction globale. Alors ça, je suis content d'entendre ça sur la partie de l'affordance, en fait, sur ne pas faire des designs, enfin des intégrations pixel perfect au début. Il n'y a pas besoin. C'est quelque chose qui va forcément être utile à la fin de faire des choses qui sont vraiment pensées pour l'utilisateur et qui sont agréables à utiliser, mais au début, c'est pas le sujet. Au début, il faut vraiment les éléments principaux pour interagir et naviguer, c'est donc les fameux endpoints, mais pas besoin de s'attarder sur des éléments de trop s'attarder sur les éléments design parce que y a de fortes chances que ce soit remanié à la fin ou que forcément que le même la page va être modifiée complètement. Donc c'est pas le sujet. Le but c'est de s'attaquer aux incertitudes. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va avoir du sens? Quelle est la difficulté à implémenter? Donc là, il montre deux exemples sur deux fonctionnalités où ils disent, grosso modo, c'est du HTML basique, il n'y a pas de CSS, on s'embrouille pas là-dessus, enfin, on s'embête pas là-dessus. Le designer avance pour faire des choses aux petits oignons. En parallèle, les développeurs ont commencé à faire ces intégrations brutes de décoffrage. Et au fur et à mesure qu'on avance, on va découvrir des choses.
et on ne commence pas à développer des choses qu'on recouvrira d'une couche de peinture plus tard. Un autre conseil, effectivement, au niveau du pitch pour l'équipe building, c'est de démarrer au milieu, de démarrer là où le problème est le plus intéressant. Euh, pas forcément commencer par ordre chronologique. Et surtout, essayer de faire sur une partie qui est assez petite, assez nouveau, là où il y a le plus de risques en fait. Et si forcément il y a deux parties qui sont trop nouvelles, enfin qui sont nouvelles, qui sont critiques, commencer par celle qui n'a jamais été faite, parce que potentiellement, enfin pas potentiellement, c'est la partie où il y a le plus de risques. Et donc il vaut mieux dérisquer cela en premier. Voilà pour la deuxième sous-partie, un Get One Piece Done. Ce qu'il faut retenir, c'est faites une démo le plus rapidement possible. Ne vous embêtez pas à faire des écrans pixel perfect et démarrez au milieu, là où il y a les éléments avec le plus de risques. Map the scopes. Le but, c'est, une fois qu'on reçoit ce pitch et qu'on va avancer, c'est de pas décomposer le projet par personne, et c'est vraiment par sujet, en fait, par scope. Donc on a le scope global et on va le décomposer et on va avancer ensemble sur ces différents scopes. Euh, on pourrait appeler ça des épiques pour reprendre la terminologie de Scrum, mais ça va peut-être générer des malaises. Bon, grosso modo, voilà, c'est créer des sujets qui ont du sens. Et donc cette carte de découverte, il faut garder en tête que c'est vraiment de la découverte. Donc au niveau au fur et à mesure, on a le pitch qui est la forme globale, et puis ensuite on va avancer et on va découvrir certaines tâches un peu dans le désordre, et puis ensuite on va essayer de les organiser par thématique, le fameux scope. Et donc là sur la dernière image, on a nos quatre éléments qui sont bien identifiés, et maintenant on va s'attaquer au premier, qu'on va essayer d'intégrer verticalement en entier pour faire une démo le plus rapidement possible. En faisant ça, évidemment, il y a plein de questions qui vont arriver sur le vocabulaire, la nomenclature, et donc finalement, les scopes vont devenir le langage par défaut, langage métier du projet, et ça va venir naturellement, il n'y a pas besoin forcément de trop le formaliser, mais c'est important d'avoir ça, et c'est important d'avoir cette vue aussi au niveau pour garder l'orientation cohérente. L'exemple qui est montré dans le livre, c'est sur la gestion des brouillons dans la messagerie, puisque du coup Basecamp est aussi à l'initiative d'un produit qui s'appelle Hey, un client, enfin un service de messagerie. Et donc leur problématique, c'est on veut créer et sauvegarder des brouillons. Donc comment faire? Donc ils ont leurs patates avec leurs petits points. Donc ils notent tous les éléments qu'ils ont. C'est pas scopé pour le moment. Et ils se disent, bon, le premier truc à faire, qui peut apporter de la valeur et qui a sûrement plus de risques, c'est créer un nouveau brouillon. On va commencer par ça. Et l'avantage, c'est qu'on va faire une démo, on va s'approprier le sujet, et on va également découvrir plein de tâches en faisant ça, auxquelles on n'avait pas pensé et qui ne sont pas forcément indiquées dans le pitch. Donc, Start New, c'est le premier élément qui va être fait. Donc, on vient créer ce premier scope. On prend des éléments qui n'étaient pas scopés, on les met là-dedans et on avance. On a fini la première partie, c'est bon, c'est cool. On a rajouté potentiellement des éléments globaux. Et ensuite, on va essayer du coup de définir ces scopes. On a un scope trash, un scope locate et un scope save edit. Bon, on voit que le scope save edit, il est assez gros, pas mal de fonctionnalités qui se ressemblent, mais qui ont pas mal de différences. Donc voilà, donc il y a forte chance qu'il faille le redécouper. Il ne faut pas hésiter à découper les scopes s'ils sont trop d'éléments. Euh, le but, c'est pas d'avoir un gros backlog avec plein de choses. Le but, c'est de pouvoir facilement connaître le niveau d'avancement d'un scope. Donc là, il a été découpé en sous-scope. Et puis ensuite, on avance. On fait un premier sujet, un deuxième, etc. Au fur et à mesure. Donc la partie scope mapping, c'est pas de la planification. J'aime bien l'image qui est abordée dans le livre. C'est vraiment de la découverte où on marche sur un territoire qu'on n'a jamais foulé auparavant et on dessine la carte, la délimitation, les frontières au fur et à mesure qu'on avance dans le sujet. On commence à voir si on a bien découpé nos scopes. Donc, trois éléments qui sont cités dans le livre. Le premier, c'est que grosso modo, il y a un sentiment où le projet est cerné, on comprend, et on sent qu'il n'y a pas de détails cachés à un endroit ou à un autre.
Deuxième point, c'est que les conversations, elles sont fluides, il n'y a pas de mépréhension et tout le monde est assez clair et limpide là-dessus lors de synchronisation. Et enfin, le dernier point, c'est quand une nouvelle tâche arrive, eh ben, on sait où la mettre, on sait dans quel scope la mettre, c'est clair, c'est identifié. Il n'y a pas un nouveau scope qui apparaît en disant mince, totalement oublié. Voilà. Donc c'est trois éléments qui permettent de dire que on a bien frontérisé, périmétrisé, on a bien défini le périmètre de, de notre projet. Bon, à l'inverse, les trois signes pour dire que justement les scopes sont un peu trop approximatifs. Le premier, c'est on n'arrive pas à savoir si un scope est terminé ou pas. Enfin, il y a un doute, il y a des choses qui sont faites, mais c'est pas fini, ou qui ne sont pas forcément liées, ou on pourrait dire que c'est fini. Bon, première alerte. Le nom d'un scope, c'est quelque chose un peu trop générique, hein, c'est front-end ou bugs, un peu un fourre-tout ou une boîte à tout, pour reprendre une expression que j'ai entendue récemment. Donc là, clairement, c'est pas clair et il n'y a pas de sens de dire que c'est enfin, done signifierait on a traité tous les sujets, mais les points entre eux n'ont pas de lien, quoi. Il n'y a pas une séquence particulière. Donc le conseil, c'est au lieu d'avoir ces fourre-tout, plus dire bah, s'il y a un bug, l'associer au périmètre auquel il crée le bug, tout simplement. Et derrière, c'est de se dire bah, s'il y a un bug sur la partie envoi, on le met dans la partie envoi et le périmètre envoi sera done uniquement si on a fixé le bug. Et si ce bug est pas critique, bah, c'est peut-être pas un must-have, on en parlera après, c'est peut-être quelque chose de secondaire qu'il faut peut-être pas aborder tout de suite. Et enfin, le dernier point qui dit que effectivement les scopes sont pas bien définis, c'est que bah, la liste est trop longue. Je crois qu'il parle de 5 items dans le livre. Donc on n'arrive pas à y voir clair, on n'arrive pas à voir la progression. Le conseil simple, hein, c'est de redécouper, c'est de trouver des sous-scopes, comme on a fait dans l'exemple précédent, pour y voir plus clair et aussi pour motiver, hein, pour se dire, bah tiens, on a fini ce scope là, c'est une petite victoire et on continue à avancer. Alors les projets de développement software sont rarement des gâteaux. On a rarement une belle première couche de pâte back-end et au-dessus une belle, comment on appelle ça, une belle génoise, une belle crème, etc. Qui font la même taille, qui prennent le même temps, etc. Le même effort à développer. En général, on a davantage des icebergs. On a une inégale répartition entre le front, le back ou d'autres parties. Et ce qu'il faut se poser comme question, justement, c'est bah, si on a un back-end très complexe, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette complexité? Est-ce qu'on ne peut pas le réduire? Ou à l'inverse, si c'est au niveau du front-end, est-ce qu'on a besoin que ce soit aussi chic, aussi fancy, aussi pratique? Et on ne peut pas changer quelques éléments pour que le développement soit beaucoup plus simple, et que l'utilisateur s'y retrouve également. Donc voilà, donc c'est des questions à se poser pour essayer de faire fondre l'iceberg au mieux, tout en gardant la valeur ajoutée pour l'utilisateur. Euh, Dernière partie de Chowder. Ça rejoint un peu je l'ai un peu évoqué tout à l'heure sur les bugs ou les trucs fourre-tout. C'est que bah, de temps en temps, on va retrouver des choses qui ne matchent pas dans un périmètre particulier, euh, ou que c'est pas, entre guillemets, ils sont pas euh, nécessaires au bon, enfin, au don d'un périmètre. Donc là, ce qu'ils disent, bah, c'est simplement marquer-les avec un tilde pour dire que c'est des nice to have. Comme ça, bah, si on a le temps à la fin, on les prendra en compte. Et si on n'a pas le temps, bah, tant pis, on ne les prend pas en compte. Et ils sont mis en avant avec un tilde, donc on ne va pas les confondre avec les must-have. Et ce qu'il faut garder en tête, et ce qui a répété tout au long du livre, hein, c'est que la deadline joue un rôle très positif, hein, de stimulation créative. Parce que et dans un sens où il n'y a pas de deadline, dans un monde pardon, où il n'y a pas de deadline, bah, en fait on s'améliore, enfin on améliore en permanence, mais du coup on livre jamais. Et nous ce qu'on veut, c'est un moment où on veut s'arrêter, on veut dire ok, là on a un niveau qui est suffisant et on livre. Et pour livre, bah, il faut faire des concessions et il y a certains éléments qui sont des nice to have, mais qui ne sont pas critiques pour l'utilisateur. Donc troisième sous-partie, map the scope. Donc gardez en tête que bah, on va organiser le projet par structure et pas par personne de compétences. Des conseils pour savoir si les périmètres, les scopes qu'on a définis sont justes ou pas. Et ensuite, garder en tête que bah, les projets software, c'est des icebergs et on peut les challenger. C'est pas une tarte à la crème. Show progress. Partie intéressante, parce que là, du coup, ça aborde plus de la partie
externe aux gens qui vont faire la partie building, c'est comment m'assurer que l'équipe avance dans le bon sens sans les déranger, sans demander des points de synchronisation. C'est quand même un des postulats de base de la méthode, de s'affranchir de cérémonies qui peuvent être lourdes et répétitives. Donc comment suivre le bon avancement de l'équipe. Bon, le premier, c'est il ne faut pas se fier aux listes avec plein de checkbox qui sont complétés. Sur la première rangée de l'illustration, ça en théorie, on imagine que on définit toutes les tâches et au fur et à mesure des jours ou des semaines, on vient cocher les cases et c'est magique parce que plus on avance, plus il y a de cases cochées, enfin, et à la fin, 100% des cases sont cochées. En pratique, hein, on a une idée, on fait 5 éléments à faire. Première semaine, on en fait 3 sur 5. Et puis en troisième semaine, on se rend compte qu'il fait, il y a 3 éléments auxquels on n'avait pas pensé qui se rajoutent. Et puis on avance et puis il y a d'autres éléments, etc. etc. Donc il y a beaucoup de découvertes de tâches, donc il faut vraiment pas se fier aux checkbox ou autre. L'idée, c'est de, d'avoir la métaphore d'une colline euh, et de ne plus se baser sur des estimations ou un ensemble de listes qui sont faites ou qui sont nouvelles. C'est plus de se dire quels sujets sont inconnus et quels sujets sont résolus. Et donc la métaphore de la colline, c'est de se dire, en fait, tant qu'on monte la colline, c'est qu'on est un peu dans l'inconnu, exactement comme en randonnée à la montagne. On voit, on pense bientôt arriver au sommet, donc on monte la colline, c'est douloureux, il faut qu'on comprenne comment ça marche. Et puis quelquefois on est arrivé au bout, et puis quelquefois pas du tout, c'est juste une colline intermédiaire, il faut encore aller plus haut. Et c'est seulement où on est vraiment tout en haut, on comprend, entre guillemets, toute l'étendue du sujet. Et une fois qu'on est en haut, la redescente est beaucoup plus simple. Donc la métaphore, c'est on lève les inconnus lors de la montée, et après on a notre plan d'attaque. On connaît les technos, on sait lesquels sont adaptés, lesquels sont pas adaptés, et on va, dans la phase de descente, entre guillemets, simplement exécuter pour livrer. L'exemple, c'est une recette de cuisine. Donc, au début, on est au pied de la montagne, on n'a pas démarré. Et puis, on se dit, bon, je vais faire une recette. Je vais d'abord choisir le type de cuisine, qu'est-ce que mes invités aiment. Et puis, donc, ok, pour faire ça, il faut que je fasse une liste de courses. Donc, je vais faire des listes de courses. Je vais peut-être acheter aussi de la vaisselle. Je vais faire plein de choses. Enfin, je vais m'organiser. Et une fois que je suis en haut, je sais ce que je dois faire. Donc, maintenant, j'exécute. Je vais au supermarché. J'achète mes ingrédients. Enfin, plutôt au marché local pour faire vivre les producteurs. Important. Une fois que j'ai mes ingrédients, je les prépare avec amour et délicatesse. Et une fois que c'est prêt, je mange. Et ensuite, je fais la vaisselle, prêt à repartir sur un nouveau cycle de festoyage. Et donc, en fait, cette courbe, l'idée, c'est de venir positionner les différents scopes qu'on a identifiés pour voir comment ils évoluent. Donc là, on a 3 scopes et on voit qu'il y a 2 scopes qui n'ont plus d'inconnus, qui sont en train d'être exécutés, et puis il y a un scope où il y a une inconnue. Donc quand on voit ça, c'est de dire, tiens, je vais peut-être filer un coup de main au scope qui est dans l'inconnu, qu'est-ce qui se passe, tout va bien, etc. Voilà, donc l'idée c'est de comprendre le statut de la progression sans venir déranger, sans demander. Donc on voit clairement ce qui avance et on voit ce qui est bloqué. Donc voilà, pas besoin d'interrompre l'équipe. Personne ne dit je ne sais pas, euh, puisque l'idée c'est, grosso modo, si tous les sujets avancent, sauf un, le but c'est de dire mince, il y a peut-être un problème, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ce sujet-là? Il faudrait peut-être s'y concentrer. Donc là voilà, il y a ce sujet-là qui n'avance pas, qu'est-ce qu'on fait? On vient le découper, peut-être trop gros. Effectivement, il y avait beaucoup d'items dans ce sujet Notify, donc on vient le découper en sous-éléments. Donc, un menu notification, un menu email notification et une partie d'envoi. Et à partir de là, on redistribue en dispatch ces 3 sous-éléments et on peut avancer plus facilement parce qu'on a décomposé. Potentiellement, on a fait des compromis sur les choses en fonction de la deadline. Et ensuite, on avance et à la fin, on est content. Alors, ce qui peut arriver aussi, c'est que il y a des équipes qui vont avancer, on va arriver en haut de la colline, et puis en fait, en arrivant en haut de la colline, on se rend compte que on a oublié plein de trucs. Donc, on revient en bas, et donc ça peut être démoralisant. Euh,
J'ai pas de retour encore là-dessus, donc je suis curieux de voir en pratique comment ça se passe. Ce qui est sûr, c'est qu'en général, ça arrive quand on passe un peu trop vite. Typiquement, bon, c'est simple, j'ai juste utilisé l'API. Et puis en fait, on n'a pas testé l'API. Peut-être qu'il fallait se créer un compte en envoyant un email et donc on ne l'avait pas anticipé. Peut-être qu'on n'a pas les droits sur tout. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on n'a pas fait. Donc le conseil qu'il donne, c'est essayer de décomposer au moins en trois étapes, en trois tiers, la montée. Premier tiers, c'est de se dire, bah, j'ai pensé à ça et à ça. Ensuite, c'est comment je valide mon approche. Et ensuite, c'est être certain qu'on allait suffisamment loin, qu'on a vraiment levé toutes les inconnues et qu'il n'y en a plus et qu'on va pouvoir vraiment se concentrer sur l'implémentation. Ça, je pense que c'est un exercice qui n'est pas évident et qui vient avec l'expérience. On parle de la pyramide inversée en précisant que bah, y a certains scopes qui sont plus risqués que d'autres. Et donc, bah, le conseil, hein, c'est toujours la même chose, hein, c'est commencer à s'attaquer à cela en premier, en priorité. Et en fait, ce concept vient du journalisme apparemment, où bah, les articles, en fait, il y a un gros titre, un peu tape à l'œil, qui résume en quelques mots la news, l'information à partager. Et puis ensuite, on a une introduction qui va donner plus de détails, plus de contexte. Peut-être le premier paragraphe qui va être un résumé, et puis ensuite tout le corps de l'article qui va venir détailler, expliquer les parties prenantes, la corruption du juge qui couchait avec la femme du voisin, avec le gendarme, et bref, tous les détails croustillants. Et le titre peut être simplement problème avec le gouvernement d'un pays démocratique quelconque. Voilà le concept de la pyramide inversée, donc c'est la même chose, hein, c'est concentré sur le plus risqué. Ce qui permet de clôturer sur cette quatrième sous-partie, donc de comment on montre du progrès avec ShapeUp. Bah, c'est de partir du principe que déjà, bah, toutes les tâches ne sont pas définies tout le temps, elles vont apparaître au fur et à mesure. Garder la métaphore de la colline, on monte pour lever les inconnus et on descend pour implémenter. Bien monter progressivement, hein, y aller étape par étape et pas forcément partir sur des postulats qui vont vous faire revenir en arrière. Et puis garder en tête l'image de la pyramide inversée. Décider quand est-ce qu'on s'arrête, puisque bah, donc la deadline arrive, euh, comment aider l'équipe à faire des compromis. Premier point à dire, c'est toujours se dire, bah, en fait, on avait un élément, un état initial, une baseline, est-ce qu'on est mieux aujourd'hui? Si on est mieux, bah, c'est-à-dire qu'on est allé de l'avant, donc c'est déjà mieux que rien, hein. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Donc certes, on visait un idéal qu'on n'a pas encore atteint, mais peut-être que cet idéal, il demande une semaine, 3 semaines, 4 semaines de travail supplémentaire, et finalement déjà, ce qu'on a, c'est livrable et c'est utilisable. Voilà, donc gardez en tête ça, pas la peine de tout le temps livrer quelque chose de parfait et d'idéal. L'approche, c'est vraiment d'investir un temps défini, et donc ne pas se comparer à l'idéal, mais à la baseline, et voilà. Et un proverbe que je retiens, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Ses limites, donc que ce soit surtout la limite temporelle, hein, c'est que ça va justement forcer et motiver les compromis. Le périmètre, ça pousse comme de la mauvaise herbe, donc à temps infini, on ne s'arrêterait jamais. Et c'est pas parce qu'on coupe le périmètre qu'on baisse la qualité. C'est juste qu'on fait des choix en conscience sur qu'est-ce qui apporte vraiment de la valeur. Pour ça, on prend le marteau et on vient taper sur le périmètre. Donc l'idée, c'est voilà, l'image du scope hammering, c'est vraiment de voir le marteau qui vient taper pour que ça rentre en faisant des compromis et potentiellement en faisant mal. Le but, c'est de se concentrer sur les must-have. Et les questions à se poser, c'est est-ce qu'on peut livrer sans cette feature? Sinon, bah, c'est un must-have. Qu'est-ce qui se passe si on l'a pas? Euh, Est-ce que c'est un nouveau problème? Est-ce qu'on crée un nouveau problème ou est-ce que c'était déjà un problème qu'avaient les utilisateurs? Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que c'est le problème qu'on souhaite régler, il arrive vraiment souvent ou est-ce qu'on peut se permettre de le laisser, etc., etc. Avec ces questions-là, on peut se définir si c'est des must-have ou des nice-to-have. Les must-have, bah, il faut les mettre dans des tâches inscrites dans des périmètres et ils sont, entre guillemets, pas négociables. Et puis tout le reste, on l'a déjà dit, hein, c'est des nice-to-have. On met un tilt devant pour bien les différencier. On n'oublie pas du coup à la fin du cycle une partie validation, hein, potentiellement un Q&A
qui va venir et qui va venir justement tester tous les petits détails que l'équipe n'a pas forcément pensé parce qu'elle a la tête dans le guidon, va venir tester plein de choses. Le but, c'est pas de, on n'attend pas forcément la validation du Q&A pour avancer, pour délivrer des choses, mais c'est plus d'ajouter un cran supplémentaire, en fait, enfin un œil supplémentaire. Ceci dit, donc il y a quand même une petite partie pour dire bah, que quelquefois ça peut arriver d'étendre un projet, mais il faut vraiment que ce soit exceptionnel, il faut vraiment qu'il y ait encore des must-have euh, qui soient pas terminés et que ces must-have ils ont été tapés au marteau dans tous les sens et qu'il y a vraiment on peut plus rien faire pour les réduire. Deuxième point, c'est qu'il faut que bah, ces tâches elles soient en descente de colline. Il ne faut pas qu'il y ait d'inconnu autre parce que bah, ça risque d'étendre beaucoup trop longtemps la suite du projet. Donc, si on est en descente avec des tâches qui ont été défoncées au marteau, on peut se permettre exceptionnellement d'étendre le projet. Et quand je parlais d'étendre le projet, hein, ça peut être potentiellement sur le cooldown, hein, c'est ce qui est énoncé dans le livre. Donc voilà, donc cinquième sous-partie, comment savoir quand ça a été? Bah, toujours se référer à la baseline et pas à l'idéal. Garder en principe que les limites de la méthode, bah, ça force à faire des compromis. Et puis ensuite, on sort le marteau et on tape dans tous les sens pour se concentrer sur ce qui apporte le plus de valeur à l'utilisateur. Dernière partie, move on. Vous livrez la feature, l'équipe est contente, et puis là, forcément, il y a toujours quelques personnes qui parlent plus fort que les autres, qui vont réagir, qui vont dire que c'est nul, c'est de la merde, vous êtes vraiment des bons à rien. Et ben, chill, relax, laissez voir si vraiment ça les gêne. Le changement, c'est toujours compliqué, il y a de la friction, il faut changer ses habitudes. Donc, bah, voyez si vraiment ça dure ou si au fur et à mesure ça passe. Ce qui peut être tentant, c'est de se dire bon bah il faut que je réponde pardon aussi vite qu'ils ont manifesté leur agacement. Et c'est un peu le piège. Et il faut garder en tête hein, la même approche que quand les gens ont des bonnes idées en interne. Faut dire c'est intéressant, peut-être plus tard, on va l'ajouter à la roadmap et on verra quand est-ce qu'on pourra le traiter. Et les feedbacks, c'est comme les intuitions en interne, hein, il faut que ce soit shapé, il faut que ce soit challengé pour vraiment déterminer le périmètre et éviter de partir sur des choses qui n'ont pas été suffisamment réfléchies et qui vont amener sur des sujets tunnels. Ce qui conclut donc Move On cette partie 3. Donc Move On, hein, ne vous inquiétez pas si les gens viennent crier sur vos features, ayez confiance dans le process. Donc ça termine la partie 3. Euh, donc si je refais un tour très rapidement, faites confiance à vos équipes pour qu'ils prennent la responsabilité des projets, du projet au global, hein. Ils vont prendre du temps un peu pour s'orienter, mais ils vont démarrer. Le but, c'est qu'ils vous fassent une petite démo rapidement d'une partie verticale. La démo sera moche, mais c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait les parties peut-être les plus compliquées qui soient traitées en premier. En faisant ça, ça va aider l'équipe à prendre possession du périmètre et à organiser le projet, voir s'il y a des choses, enfin, voir s'il y a des choses qui sont compliquées ou pas, voir s'il y a un déséquilibre entre le front-end et le back-end et si ça ressemble à un iceberg. Ensuite, eux, ils ont des outils pour montrer qu'ils avancent sans être dérangés. Euh, c'est la métaphore de la colline, hein. On monte en enlevant l'inconnu et on descend en exécutant. Il faut les rassurer sur le fait qu'ils s'arrêtent à un moment donné. Donc, on ne vise pas l'idéal, on vise du mieux par rapport à l'existant. Et pour ça, donnez-leur aussi des marteaux pour qu'ils tapent dans tous les sens et qu'ils réduisent le périmètre pour que ça rentre. Et, voilà. Et puis, dernière partie, le changement, ça crée toujours de l'émotion. Donc, s'il y a du changement qui crée des retours, acceptez ces retours et prenez le temps de les shaper convenablement pour un prochain cycle. Voilà ce qui termine du coup les parties du livre Shape Up. Et on va démarrer sur une rapide, on va terminer, parce qu'on a démarré il y a très longtemps, sur une conclusion.
Bon, ce schéma, euh, je l'ai montré suffisamment de fois, hein, il résume bien la dynamique, hein. 6 semaines pour shaper une idée. On la présente à une table de betting qui va sélectionner les sujets qui ont le plus d'impact et sur lesquels on accepte de parier 6 semaines. Et on va démarrer un nouveau cycle sans interruption sur l'équipe de Build qui va se concentrer à fond, qui ne va pas être dérangée sur ça. Cette équipe, du coup, quand elle va récupérer le projet Building, bah, elle aura un pitch patate relativement formé, et puis elle va avancer, elle va définir des périmètres, elle va, voilà, va partir à la conquête de cette patate pour livrer quelque chose, et potentiellement cette patate sera peut-être amochée avec deux trois coups de marteau dans le tas. Donc les concepts clés, hein, c'est la dernière partie du livre. Euh, sur la partie shaping, bah, le concept de faire du travail qui est shapé et du travail qui n'est pas shapé. Le concept d'appétit, à l'inverse des estimations. Quand on shape, il faut trouver le bon niveau d'abstraction par rapport pour laisser de la place au designer sans être trop abstrait. Et puis ensuite, vraiment de prototyper, hein, on prend des gros marqueurs, voilà, on fait les choses de manière grossière. Phase de betting, on prend les sujets les plus importants, on définit un circuit breaker, c'est-à-dire que on va définir un temps, un temps convenable, et surtout c'est qu'on s'engage à ne pas interrompre l'équipe pendant ce cycle-là. Ce betting, ça s'inclut dans une période de cooldown, hein, on va laisser l'équipe respirer après une phase intense, et puis ensuite on va redémarrer une phase de building. L'équipe va décomposer le projet en scope. Ils vont démarrer au pied de la montagne, ils vont monter en levant tous les inconnus, ils vont descendre en exécutant, ce qui va aussi permettre de communiquer plus facilement. Et puis derrière, ils vont s'armer de leur marteau pour séparer le nécessaire du confort. Voilà ce qui termine tout simplement cette partie shape-up. Donc c'était super intéressant. Enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire le livre et également à revenir dessus afin de faire cette présentation. N'hésitez pas si vous avez des retours. Je vous invite évidemment à lire le livre, hein. Ce que j'ai fait, ce n'est une tentative de retransmission. Il y a sûrement des choses que j'ai oubliées ou que j'ai mal reformulées. Donc si vous avez des retours, je suis preneur. Et puis je vais également faire quelques vidéos supplémentaires. Une vidéo pour essayer de résumer toute la méthode en format beaucoup plus condensé. Et puis dans quelques semaines également faire un retour d'expérience, puisque j'ai discuté à des personnes qui avaient implémenté la méthode. Donc je vous ferai également un retour pour vous partager comment ils ont implémenté la méthode, quelles libertés ils ont pris par rapport au livre et qu'est-ce qu'ils en ressortent après plusieurs mois d'expérimentation. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.